Bonjour. Dans sa carrière de pilote, Romain Grosjean a affronté la vitesse, la pression, le doute. Mais le 29 novembre 2020, lors du Grand Prix de Bahreïn, sa vie bascule en quelques secondes. Un crash d'une violence inimaginable, une voiture coupée en deux, un incendie d'une intensité folle. Et pourtant, il sort vivant, presque miraculeusement des flammes. C'était il y a 5 ans. Romain, bonjour. Bonjour. Alors, on a commencé à tchatcher il y a 3 ans parce que je t'ai demandé si tu pouvais soutenir la Fondation Hope et on parlera aussi de tes actions parce que je sais que tu fais beaucoup de choses aussi. Et puis là, c'était l'occasion. J'étais à Miami, je t'ai un petit peu mis la pression. Je me suis dit 2 chats noirs ensemble. Effectivement, on arrivait, on n'avait pas de technicien. Bon, t'es là. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Comment vas-tu ? Bah, ça va bien, écoute, mais si tu me mets pas la pression, tu m'as jamais, donc t'as bien fait. Donc ça marche comme ça avec moi, et puis on a réussi, tu vois, au dernier moment, c'est toujours le plus simple parce que... Mais c'est vrai que j'étais un peu harcelée. Hein. Oui, mais bon, c'est comme ça. Quand on veut quelque chose, il faut essayer de l'avoir, donc... Mais c'est vrai qu'en fait, on se connaît sans se connaître depuis quelques années, et là, on se rencontre... Et surtout, c'est ce que je disais à Marion ce matin. Ce qui est dingue, c'est qu'on aurait pu se croiser à Genève. Oui, mais non. Alors, ce que tu ne sais pas, c'est que mon fils a tourné avec ton coach, Evan, en kart. Là, maintenant, il passe en ligier. Il a fait de la Fun Cup cette année. Il passe en ligier avec Olivier Pernaut, dans l'équipe d'Olivier Pernaut. Mais donc, ce matin, ça ne m'a pas du tout rassurée d'avoir ta femme ici, avec le stress que ça procure, parce que j'arrête pas de demander à mon mari et mes enfants, c'est pas dangereux. Et j'ai lu donc les 3 bouquins de Marion et La mort en face. Et là, je me dis, bon. Donc, comment vas-tu 5 ans après ? Comment tu as passé toutes ces années ? J'ai eu du mal à réaliser que ça fait 5 ans, en fait. Pourquoi ? Je sais pas, j'ai l'impression que c'était il n'y a pas 5 ans, que je suis assez vite passé à autre chose et que j'ai continué ma carrière. Et du coup, j'ai pas vraiment gardé le temps en tête. Et c'est vrai que là, on a fêté les 5 ans. Enfin, c'est Marion qui m'a dit, tu te rends compte, ça va faire 5 ans. Ouais. Et j'ai un. Et oui, ça fait 5 ans que j'ai eu mon accident. Mais ça fait aussi 5 ans qu'on vit aux États-Unis, enfin 4 ans qu'on vit aux États-Unis, qu'on a réinventé un peu notre famille, notre façon de faire, notre vie, qu'on a découvert quelque chose de différent ici, qu'on se plaît bien. Et ça fait 5 ans qu'on a la peau bronzée toute l'année, donc ça, c'est pas mal. Mais toi, tu peux pas bronzer. Comment va ta main ? Non, écoute, je fais attention à rien, honnêtement. Tu peux refaire du vélo, tu mets pas des gants de protection. Non, je fais tout normal. J'aurais dû mettre plus de crème, j'aurais dû faire plein de choses différentes. Maintenant, pour moi, tout ce qui compte, c'est que je puisse fermer la main, que j'ai la même force dans la main gauche que la main droite. Alors, ça fait un peu comme des lèvres GRC. Pas à Miami parce qu'il fait toujours chaud et toujours humide. Ouais. Mais si on va au froid ou au ski ou même dans le Colorado cet été, on a été, il faisait très chaud, il faisait 40 et quelques degrés. Et c'était sec. Et du coup, j'ai la peau qui craque un peu. Mais bon, c'est pas un gros prix à payer. Quand tu regardes aujourd'hui tout ce qui s'est passé depuis 5 ans, est-ce que cette histoire que tu as racontée 1000 fois, je vais pas te dire raconte-moi encore comment on se sent, comment tu t'es évacué, j'ai vu les images. Est-ce que des fois, tu as l'impression d'avoir été dissocié et que c'était comme si c'était pas toi qui racontais ça, mais quelqu'un d'autre parce que c'était pas possible de l'avoir vécu? Non. Écoute, non, je suis bien conscient que c'était moi, que je l'ai vécu, que c'est mon histoire et que j'étais dedans. Donc en fait, non, ça a toujours été, ça fait partie aujourd'hui de ma carrière. Ouais. C'est vrai que c'est un fait marquant, donc les gens s'en souviennent. Aujourd'hui, on se souvient de toi comme ça, t'es le phénix, quoi, le chat noir. Mais écoute, ma carrière déjà elle n'est pas finie, donc j'ai le temps encore de peut-être gagner les 500 miles d'Indianapolis ou faire quelque chose d'autre qui fera que ça aurait été et il a gagné les 500 miles et il a eu l'accident à Bahreïn. Parce que c'est vrai qu'on oublie vite que j'ai eu 10 podiums en F1. Ouais, non, mais j'allais le dire, on va parler de ta construction. Voilà. Mais par rapport à cet accident qui a quand même été un tournant dans ta vie, qui a sûrement changé plein de choses en positif, comme tous les traumas, qui a des répercussions aussi sur toute la famille. Alors déjà, si c'était à refaire, sachant que tu t'en sors, etc., est-ce que ça a changé suffisamment ta vision de la vie aujourd'hui et tu repasserais par ce chemin-là ou non? Je refais tout le chemin depuis le début. Je refais ma même carrière. Alors si je pouvais avoir l'expérience que j'ai aujourd'hui et faire des choix différents à travers ma carrière, mais si ce Grand Prix, ce départ est à refaire, je refais exactement la même chose. Parce que, avec l'accident l'accident, c'est une conséquence de pas mal de choses et du fait que je peux pas voir la voiture qui est à ma droite, elle est dans l'angle mort, enfin dans l'angle mort d'un rétroviseur. Et pendant longtemps, c'est ça qui est le coup de pas de bol sur ce Bahreïn, c'est que la voiture qui vient est restée dans mon angle mort sur le virage 1, le virage 2, le virage 3 et en allant sur le 4. Et normalement, il y a toujours un moment où on la voit la voiture apparaître, et là jamais.
Donc, en fait, j'ai aucune idée qu'il est là. Donc, c'est un ensemble comme tous les accidents. Hein. C'est un ensemble de et si, plusieurs choses qui font que... ouais. Mais bon, non, je change rien. Zéro. Ah ouais, c'est beau ça quand même. Je suis complètement fou. Ouais, non, alors en fait, j'ai appris ce matin que tu étais aussi pilote de jet. Je dis à Marion, quand tu montes avec lui, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, est-ce que tu aimes flirter tout le temps avec tes limites? Est-ce que tu as toujours été comme ça? Ouais, toujours. Mais après, est-ce que c'est flirter avec les limites? C'est un peu, tu vois, on peut le voir péjoratif en disant il cherche toujours non. Adrenaline junkie. Mais moi, je pense qu'on essaie toujours de repousser ses limites, de voir ce qu'on est capable de faire et de toujours aller chercher plus loin. Et c'est ça qui m'intéresse, les challenges dans la vie, c'est toujours essayer de soit se réinventer sur quelque chose de nouveau, soit se dire qu'on est capable d'aller faire quelque chose d'autre. Là, en ce moment, tu vois, je fais beaucoup de vélo parce que je me dis quel est mon dangereux. Maximum en vélo, où est-ce que je peux aller. On t'a vu sur Strava, on a regardé ta trace. Ouais, écoute, je roule beaucoup, là, j'arrive à 10 000 km. Ouais, c'est pas grand-chose pour les pros. C'est un truc de fou comme il roule. Mais je commence à pas mal rouler, c'est voir un peu jusqu'où je peux aller. Après, avec une ambition peut-être derrière un jour? J'aimerais bien faire une étape du championnat du monde de gravel bike peut-être l'an prochain ou l'année d'après avec Romain Bardet, qui aujourd'hui m'envoie des séances d'entraînement. Donc depuis, ça va quand même beaucoup mieux que celles que je concoctais moi-même. Mais non, juste l'idée de se dire qu'à 40 ans, on est capable d'être meilleur qu'on l'était à 20. Ah, ça, c'est sûr. Moi, j'en ai un qui prépare l'Ironman. Là, ça va peut-être être plus difficile à son âge. Non, je cours à plus, 23 ans, c'est fini. Mais c'est ce besoin d'aller toujours... Parce qu'en fait, tu fais du vélo, tu fais du kitesurf, tu es pilote de jet, tu fais de la voiture, tu avais dit que tu ne ferais pas d'ovale, et finalement, tu refais des ovales. Voilà. Une vraie question, si demain, on te dit, OK, tu prends la direction d'une écurie de Formule 1, OK, et tu ne roules plus, comment tu le vivrais? Est-ce que tu aurais un poids qui partirait de la peur quand même, ou tu n'as vraiment jamais peur? Alors, encore une fois, c'est un mot qui a deux facettes. En fait, si on n'a pas peur au moment où on va sur une ligne de départ, ou je sais pas, la descente de Kitzbühel à ski, quand tu es dans la cabine, si tu n'as pas peur, c'est que tu n'es pas dedans. Parce que la peur, en fait, elle réveille tous tes sens. Elle te fait te mettre sur un état d'activité qui est encore plus précis que normal. Et donc, de ce côté-là, elle est là et elle est importante. La peur, comme certaines autres personnes la voient, qui te figent, qui te bloquent, ça, c'est plus de la peur. C'est peut-être de la phobie. Mais donc, si tu veux, la peur, on l'utilise parce que oui, on est conscient de ce qu'on fait, c'est dangereux. On est conscient qu'il peut se passer des choses. Mais on utilise ce sentiment pour être encore plus à vif. Donc toi, en fait, pour toi, la peur, c'est un espèce de trac. Enfin, c'est ce que moi, j'appelle la peur pour toi. C'est ce trac, cette adrénaline qui va te pousser à te dépasser, à être meilleur. Ouais, alors peut-être. Après, le trac, moi, tu vois, je l'ai quand on doit monter sur scène. Ah ouais, moi, t'inquiète pas, j'ai dit à ta femme ce matin, je dis, les deux grands gens aujourd'hui, moi, j'ai pas dormi de la nuit. Hein. J'ai rêvé qu'on n'y arrivait pas, que le podcast se faisait pas. Donc, si tu veux, le track, pour moi, c'est encore quelque chose de différent. Parce que... Quand tu montes sur scène pour un gala, t'as peur? Ouais, c'est pas mon élément. Et pourtant, moi, tu fais de l'interview tout le temps? Ouais, mais moi, avec un casque sur la tête, c'est là que je suis le plus heureux. C'est clair, ouais. Donc, pour répondre à ta question, directeur d'une équipe de Formule 1, ne jamais dire jamais. Maintenant, c'est posé. Je me suis posé la question. Là, j'arrive, je vais avoir 40 ans l'an prochain. Est-ce que j'arrête la course automobile en tant que pilote ou pas? Et en fait, pour le moment, j'ai pas envie d'arrêter. J'ai envie de faire de la course. C'est ça qui m'a fait avancer. Et donc, la réponse aujourd'hui, c'est non. Pour le moment, je garde un casque. Bon, avis aux amateurs qui voulaient lui donner une écurie de Formule 1, ce n'est pas possible. Raconte-nous comment tu étais enfant. Parce qu'en fait, tu as choisi... Alors, ça m'a fait beaucoup rire parce que tu as hésité entre faire de la cuisine. C'est que Marc Vera, tu as appris toutes les recettes de Marc Vera. C'était le premier parrain de Hope. Ah oui? On montait avec des femmes. Il nous invitait, une vingtaine de femmes. Il nous emmenait dans les jardins. En fait, on s'est rencontrés avec Marc parce que quand on avait bouffé dans son resto, il parlait tellement mal aux gens que c'était chier de parler comme ça. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu veux, toi, ma chérie? Tu sais, comme il est avec son chapeau là, tu veux quoi, ma chérie? Je dis, tu veux pas être parrain de mon asso? Il m'a dit, OK. Et donc, il nous a aidés. On allait dans ces jardins. Enfin, les femmes avaient des étoiles dans les yeux. Bon, bref. Donc, t'hésites entre être cuisinier, le ski et le volant. Non, écoute, alors, c'est un peu plus... Bon, famille de sportifs. Voilà, je grandis. Mon grand-papa est vice-champion du monde de ski. Donc, forcément, moi, je suis un peu dans le ski au début. Puis finalement, je sors du ski, je fais du BMX. Ma mère me dit, il est hors de question, parce qu'après quelques commotions cérébrales, elle me dit, c'est terminé. Donc du coup, karting.
Et là, mon père m'amène à Dijon-Prenois voir une course et il y a une voiture qui passe dans la ligne droite, une BMW M1 avec la blanche, avec les couleurs bleu, ciel, bleu foncé et rouge. Et je dis, c'est ça que je veux faire. Et pour moi, c'est ce jour-là où j'ai décidé que je voulais être pilote de course. Mais avant, tu n'avais pas, comme tous les petits garçons, tu n'avais pas demandé les mini-cartes électriques Non, pas trop. Avant, je voulais être chercheur d'or dans le désert. Mais c'était pas pour l'heure. C'était pour conduire des 4x4 dans le désert. C'est ça qui m'intéressait. Il y avait quand même un lien. Moi, c'était la conduite. Et j'ai mon meilleur ami quand on était petit, Imre. Lui, voulait chercher l'or. Et moi, je voulais conduire. Donc, on avait... Excellent. Ah oui, ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Non, c'est vrai. Et donc tu dis à ton père, je vais faire du kart. Bah, c'est mon père en fait qui me met un peu dans le kart parce que lui commence à faire de la course auto quand il a 40 ans, tu vois. Il fait des slaloms au début, après il fait des courses de côte, après il fait de la Formule 3 en championnat suisse et du coup il s'achète un karting pour s'entraîner. Et on va au magasin et quand il s'achète un kart, il m'en offre un. C'est mon cadeau de Noël. 98 si je dis pas de bêtises, 98. Donc t'as quoi, 14-15 ans? Même pas, j'ai 12 ans. 12 ans, ah ouais. Non, c'est avant ça. C'est avant ça parce que j'en ai fait longtemps pour le plaisir, donc je dois avoir 10 ans. Donc ça doit être 96. Et donc... Tu tournes à Ciantrier. À Ciantrier, exactement. Je me souviens encore, le jour où on a été acheter le kart, il neigeait. Mon père avait une Lancia, il s'amuse à faire des 360 sur la route, sur un parking. Il a pas vu un trottoir. Du coup, on a tordu la roue arrière, on est rentré à 20 à l'heure de Ciantrier à la maison parce que la voiture avançait complètement de travers. Donc, tu vois, c'est des souvenirs comme ça quand on est petit. Ouais. Et donc, de 10 ans à 13 ans, presque 14, je fais à Ciantrier pour le plaisir. Et c'est à ce moment-là où je demande à faire de la course automobile, du karting. Et mon père me dit, il faudrait travailler à l'école. Ouais. Et tant que tu n'as pas 5 de moyenne en Suisse, tu ne feras pas de karting. C'est noté sur 6 en Suisse. Donc voilà. La moyenne, c'est pas sur 20. La moyenne est 4, mais 5, c'est déjà un bon niveau. 5, c'est pas mal. Et donc, voilà, ça a toujours été le deal. Tant que j'avais 5 de moyenne, je pouvais continuer. Et est-ce que tu as gardé, parce que moi, mon fils, ça fait pendant 3 ans des entraînements, championnat de France, de kart et tout, c'est hyper lourd. Tu pars dès le jeudi, voire le vendredi. C'est tout le week-end sur la piste. Comment, à cet âge-là, tu te dis, ouais, c'est vraiment, j'adore ce bruit, j'adore l'odeur de l'essence, j'adore... C'est le goût de la compète, c'est le fait d'avoir un volant dans les mains, c'est... Ouais, je pense que c'est la compétition, c'est la vitesse. Ça fait partie de ma vie, la vitesse, j'en ai besoin. En kart, c'était dur. En plus, j'étais tout petit, j'ai grandi tard, donc je me faisais tout le temps embêter, pousser dehors. Ah ouais. Karting, pour moi, ça reste pas un super bon souvenir. Et j'étais pas forcément très très bon en karting. Et tu penses qu'on peut ne pas être très bon en karting et être très bon dans d'autres catégories? Ouais. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, après, quand tu passes en monoplace, tu as la gestion des masses, tu as le transfert de masse, tu as l'aérodynamique, tu as quand même plus de choses qui rentrent en ligne de compte. Alors que le karting, il y a moins de ça. Et je pense que je suis un bien meilleur pilote de voiture que de karting. Ouais. Par mon style de pilotage. Alors après, j'ai refait plus tard du karting à boîte de vitesse et là, je suis pas trop mauvais. Il faut freiner très tard et accélérer tôt et faire des V. Donc c'est un peu technique, mais voilà, dans un virage. Et ça, je suis bon. Mais le karting est sans boîte de vitesse où il faut enrouler de la vitesse dans tous les virages. C'est pas forcément... je suis pas mauvais, mais je suis pas le meilleur. Mais du coup, tu te dis quand même, je pousse, je continue, je m'entraîne. Et après, tu rentres en GP... F2. Ouais. Après, tout est tout droit en fait. Je Formule Renault en Suisse, je suis champion. Je gagne 10 courses sur 10. Après, je suis champion de France de Formule Renault. Après, je suis champion d'Europe de Formule 3. Après, je fais la GP2. Donc aujourd'hui, la Formule 2, je gagne le titre Asie ma première année. Je fais 4e ma première année, alors que j'aurais dû être champion sans faire des bêtises un peu bêtes sur la route. Est-ce que tu étais un peu tout feu, tout flamme? Est-ce que tu penses que des fois, t'aurais voulu, toi, mieux te discipliner ou... Ouais. Dans les choses à refaire, je pense mieux se discipliner et mieux s'entourer, à avoir des gens qui en a confiance autour de soi et qui aident un peu à prendre les bonnes décisions à des moments clés. Comme par exemple, quelle décision t'aurais dû prendre? Peut-être qu'au moment où, dans ma première année de GP2, quand on se rend compte qu'on est quand même en bataille pour le titre, c'est-à-dire que des fois, une 3e place, c'était mieux qu'aller chercher une 2e place. Typiquement, il y a des fois où j'aurais... un peu d'aide là-dessus aurait pu être pas mal. Peu importe. La deuxième année de GP2, je suis en tête du championnat de GP2 et là, je me fais appeler pour aller faire de la Formule 1. Et là, on te dit, tu cours dimanche et tu reçois le mode d'emploi du volant. C'est un peu ça. Bon, heureusement, c'était les vacances d'été. Non, ça se fait en plusieurs étapes. Je crois qu'on est à Budapest. On me dit, le week-end prochain en Allemagne, tu es dans la voiture. Et puis, ça, c'est le dimanche après-midi. Le lundi matin, on me rappelle, on dit, non, finalement, ça ne sera pas le cas. Nelson Piquet reste encore dans la voiture pour un Grand Prix.
Donc, tu passes de je suis pilote de Formule 1, je suis plus pilote de Formule 1. Après le Nürburgring, en revanche, la trêve estivale est là. Et là, on me dit, OK, à partir de Valence, retour. Donc, tout était logique, tout était normal. Et puis là, je me suis retrouvé un peu au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, c'était un peu le premier palier dans ma carrière, je dirais. Parce que, c'est quand même. Tu vas nous expliquer avec ce que tu fais aujourd'hui, mais la Formule 1, c'est quand même un peu pas équitable. Complètement pas. C'est-à-dire que c'est quand même un sport qui génère beaucoup d'argent, mais en fait, les dés, ils sont pipés au départ. Parce qu'en fait, quand t'as pas la bonne bagnole, de toute façon, tu sais que tu cours, tu rentres en course, mais tu n'as aucune chance de faire un podium. Et comment tu le vis, ça? Et même quand, à un moment donné, on te dit des fois, là, s'il te plaît, tu es devant, mais laisse passer ton coéquipier, tu n'as pas envie de foutre des coups de pied partout, je sais pas, enfin... Oui, alors, si tu veux, il y a plusieurs étapes. Quand tu rentres en Formule 1, peu importe la voiture, tu rentres en Formule 1. Donc, tu te dis, ça ne te durera pas, et puis derrière, je vais passer dans une meilleure voiture. Après, c'est vrai que si je prends mon exemple sur les 2 dernières années de ma carrière en F1, c'est presque 2 années de trop. Parce qu'à chaque fois, on avait une voiture, c'était un oignon. Et on ne pouvait rien faire avec. Donc, à ce moment-là, c'est dur de garder la motivation, c'est dur de... parce qu'on savait qu'on serait qualifié entre la 16e et la 20e place, qu'il n'y avait pas grand-chose à aller chercher, que sauf miracle, on ne marquerait pas de points. Alors que Kevin Magnussen, mon coéquipier à ce moment-là, et moi, on est 2 bons pilotes, et il n'y a aucune raison qu'on se retrouve là-dedans. Mais... Donc, à ce moment-là, si tu te dis, bon, si dans les choses à refaire, peut-être les 2 dernières années, j'aurais été ailleurs et puis faire quelque chose d'autre et pourquoi pas avoir gagné les 24 heures du Mans ou quelque chose comme ça. Des fois, est-ce que tu regrettes? Parce que dans ton livre, dans La mort en face, on sent qu'il y a quand même des moments un peu d'amertume parce que tu dis, par exemple, personne n'est venu me voir à l'hôpital. Il y en a quelques-uns, mais pas énorme, mais pas des gens qui couraient avec toi. Tu n'as jamais fait de bouffe avec tes coéquipiers. Non. Il y a beaucoup de compétitions. Il y a beaucoup de média training où finalement, tu ne peux pas raconter ce que tu veux à la presse. Raconte-nous un peu les coulisses. C'est pas du tout dire on va critiquer la Formule 1 et tout, mais c'est des questions que mes enfants m'ont posées. Je dis, bon, je vais interviewer Romain. Ils se disent, bon, ça, tu vois, c'est des questions que tu te poses quand tu es spectateur. Et comment tu vis tout ça? Ouais, non, écoute, c'est vrai que c'est pas simple comme milieu parce que tu l'as dit, c'est pas fair, donc tout le monde a une voiture différente. Ton coéquipier, c'est ton premier adversaire, donc c'est difficile d'être proche d'un adversaire. Les autres, t'es chez Haas par exemple, le pilote Ferrari, t'as qu'une envie, c'est de lui piquer sa place. Donc comment tu veux être pote avec un mec que tu vas mettre au chômage potentiellement? Enfin, c'est tout c'est compliqué dans le milieu. Après, il y a quelques-uns qui sont venus me voir à l'hôpital. Après, c'était aussi pendant le Covid et tout, c'était un peu spécial. Oui, c'était un peu compliqué, ouais. Mais je pense qu'il y a aussi des choses qui sont ma faute parce que je suis un compétiteur acharné et que du coup, j'ai probablement pas été le meilleur coéquipier non plus. Donc, je vais pas admettre. Ah, tu penses que toi aussi, t'étais aussi... Quand j'étais jeune, ça devait être horrible. Ah ouais? Ah ouais. Tu penses que t'étais un très... Ah non, mais j'étais juste là pour battre les autres et avancer. Ah ouais, la niaque comme ça, quoi. Ouais. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup... C'était sur moi. Pourtant, c'est marrant, on n'a jamais entendu Romain Grosjean est pas quelqu'un de sympa ou tu as quand même un capital sympathique et qui est fort, non? Écoute, je sais pas. Mais je sais que, je sais que c'était... que moi, mon seul but, c'était d'aller et battre les autres et avancer et être le meilleur. Et il n'y avait rien d'autre qui comptait. Donc je pense que j'ai pas forcément été toujours le meilleur coéquipier. Ça a bien changé avec l'âge. Aujourd'hui, je pense que c'est très différent et... je suis un bien meilleur coéquipier. J'adore d'ailleurs les courses d'endurance parce qu'on est 3 à partager la voiture, voire 4 des fois. Et je trouve que c'est génial d'avoir un groupe qui doit aller vite et pas seulement un seul pilote. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut savoir faire des compromis, des choses que j'étais incapable de faire quand j'avais 20 ans. Et qu'est-ce qui t'a fait changer? Est-ce que tu crois que l'accident a bougé des choses? Qu'est-ce qui a... Non, parce qu'en fait... En 2020, c'est là où je fais les 24 heures avec ma petite équipe d'e-sport, R8J e-sport. On fait les 24 heures du Mans virtuel. On est 4 à partager la voiture. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je refasse de l'endurance absolument. C'était trop cool. Ah ouais. Et ça, c'est donc 4 ou 5 mois, parce que ça va être le mois de juin. C'est 4 ou 5 mois avant mon accident. Ah ouais, quand même. Mon Dieu. Dur quand même. Alors, tu dis que ton accident aussi, ce qui t'a sauvé, c'est la préparation physique. Oui. En fait, on ne se rend pas compte, quand j'ai lu le bouquin aussi, même si des fois mes enfants me disaient, ils sortent de la Formule 1, ils perdent entre 4 et 7 kilos. Tu le dis, des fois tu rentres, tu as perdu 4 kilos. Marion le dit dans ses bouquins.
il doit s'entraîner tout le temps, parce qu'on a compris aussi qu'elle parle de vous dans ses romans. C'est quoi l'entraînement physique d'un pilote de Formule 1 ? Écoute, il est intéressant parce qu'il n'y a rien qui nous rapproche vraiment de notre sport. Donc c'est comme si on demandait à un joueur de tennis de jouer les tournois, mais qu'en dehors des tournois, il n'a pas le droit de jouer au tennis. Il a potentiellement le droit de jouer au pickleball. Enfin, ça, c'est très américain, donc au paddle en Europe, on va dire. Mais il n'a pas le droit de jouer au tennis. Et quand pilote de Formule 1, c'est ça. On n'a pas le droit. Pourquoi ? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Limiter les coûts. En fait, limiter les coûts. Les essais ont été interdits. Ça coûte tellement cher de faire rouler une voiture de Formule 1 par journée qu'on a arrêté les essais en dehors des Grands Prix. Donc, tu te retrouves à devoir t'entraîner physiquement pour un sport que tu n'as pas vraiment le droit, où il n'y a rien qui se rapproche en extérieur pour faire ce sport. Donc simulateur. Ouais, mais simulateur, c'est plus pour la voiture. C'est physiquement c'est déjà, ça fait rien pour le pilote, Ouais. parce qu'il n'y a pas de force latérale, il y a pas de... Ouais. Et c'est vraiment pour la voiture, c'est un jeu vidéo grandeur nature. On en a très cher. Ouais. Non, c'est assez impressionnant, mais ça, pour moi, ça reste un jeu vidéo. Ouais. Ça ne te donne pas vraiment ce qu'il y a sur les la piste. sensations. Ouais. Et donc, en F1, on faisait beaucoup de cardiovasculaire, parce que les Grands Prix, c'est 1h30, comme d'être dans une machine à laver le linge pendant 1h30. Ouais, parce que l'entraînement d'un pilote, comme tu l'as fait pendant toutes ces années, 10 ans de Grand Prix, à partir des fois tous les week-ends, entre 20 et 25 Grands Prix par an, c'est un truc de malade. Comment tu t'entraînes toute la semaine ? C'est combien d'heures d'entraînement ? Il n'y a pas vraiment d'emploi du temps d'un pilote de Formule 1. T'as un coach ? On a un coach, mais il y a des fois, on voyage en Australie, puis après Chine, et puis on rentre à la maison 3 jours, puis on repart à l'autre bout du monde. En fait, entre le décalage horaire, les voyages et le temps sur les Grands Prix, la semaine, elle a duré 2 jours. On a fait lundi, mardi à la maison, on est reparti. Donc cette semaine-là, tu vas dire, on a fait que 2 heures de sport. C'était rien du tout. Mais il y a d'autres semaines en hiver, là, quand on a plus de temps, c'était 3 heures par jour, je dirais, en moyenne. 3 heures par jour, quand même. Voire peut-être 4 sur les grosses séances. Et là, t'as des problèmes de dos, non ? J'ai eu pas mal de problèmes de dos, mais j'ai trouvé un physio à Miami qui m'a changé la vie, qui a réglé mes problèmes de dos. Il m'a regardé, j'ai dit non, mais on a tout fait. C'est un disque qui va pas, et il m'a dit donne-moi une dernière chance. Et il m'a réglé, et ça fait 4 ans que j'ai plus mal au dos, et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Tu vas me donner les coordonnées pour quand je reviens. Comment Marion, elle t'a soutenu dans ce quotidien de folie avec 3 enfants. Au début, vous n'en aviez pas 3, mais ce rythme de fou où tu n'étais jamais là. La peur, je ne sais pas comment elle a vécu ça. C'est un travail d'équipe. Ouais, c'est un travail d'équipe, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on est très absent et des moments où on est aussi très présent. Typiquement, là, je vois sur la saison IndyCar, qui est un peu spéciale. On finit début septembre, on finit la saison, on ne reprend pas avant début mars. Donc en fait, entre septembre et mars, il y a d'autres choses. Presque trop à la maison. Presque trop à la maison, voilà. Après, je fais les Grands Prix pour Canal+, je fais des choses à droite à gauche, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je peux emmener mes enfants à l'école le matin, je peux aller les chercher l'après-midi. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est capable de faire ça. Ou même faire les devoirs avec eux. C'est comme un comédien, en fait. C'est ça, donc il y a des moments où on est très absent. En IndyCar, le mois de mai, entre le 1er mai et le 15 juin, je ne suis pas à la maison. C'est simple, 1 mois et demi, je ne vois pas mon lit. Mais après, il y a des moments où je suis là. C'est vrai que 2024, j'ai fait 32 week-ends loin de la maison. Ça, c'était un petit peu trop. Oh la vache. Et Marion, elle disait que des moments, les gens l'invitent gentiment. Romain, il n'est pas là, tu veux venir au barbecue? Donc, et les enfants, ils le vivent comment, ça? Ça va. Ils sont nés, c'était déjà comme ça. Donc c'est un peu notre rythme de vie. Puis un jour, ça changera et il y aura moins de déplacements. Après, encore une fois, ils se rendent pas compte qu'à certains moments, je peux être très présent. Et à d'autres moments, c'est vrai que je suis absent. Mais on essaie de leur donner des exemples de la vie de tous les jours. Un restaurateur, un boulanger, des gens peut-être qui bossent aussi tous les jours. Qui commencent tôt, qui partent tôt, qui rentrent tard le soir. Moi, je voyais mon père et il partait 7h le matin et il rentrait pas avant 19h le soir. Il était banquier, ton papa. Avocat. Toi aussi, toujours avocat. Toi, t'as fait un petit bout en banquier d'affaires. J'ai du mal à t'imaginer en banquier d'affaires. Tous les matins, j'allais à la banque. J'ai fait un peu tous les postes. J'ai fait réceptionniste, j'ai été faire les archives, j'ai fait assistant manager de portefeuille. À la fin, c'était ça, c'était le plus sympa. Et puis apprendre un peu deux choses, le monde réel, ce que j'appelle le monde réel, c'est-à-dire qu'il faut être à 8h, il fallait être au bureau et je finissais à 12h30. Et puis un peu le monde des finances aussi, qui était intéressant. Qui te sert aujourd'hui. Qui me sert aujourd'hui. Parce qu'alors, raconte-nous ta vie aujourd'hui. Donc, tu as l'IndyCar, donc c'est beaucoup plus friendly, c'est beaucoup plus équitable.
ça se passe ici aux US, l'ambiance n'est pas la même. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie entre la Formule 1 et là, voilà, c'est un nouveau rythme Ouais, déjà, on a déménagé ici aux États-Unis, donc ça, c'était un gros changement. Après, l'IndyCar, c'est vrai que c'est un championnat. Je pense que c'est comme la F1 des années 80, donc c'est un peu plus ouvert. Il y a moins de bagarres parce qu'il y a plus d'équipes qui sont capables de gagner des courses. Enfin, moins de bagarres entre les pilotes. En piste, il y en a 2 fois plus. Il y a C'est tes potes, les pilotes, là, oui? Ouais, il y en a, c'est des potes. Ouais. Et après, il y a les ovales où on doit aussi se respecter les uns les autres. Donc, je pense que ça crée aussi une liaison qui est un petit peu différente des circuits normaux. Parce que ça, tu avais dit que tu le ferais pas au début. Tu avais avais promis à ta femme. Ça, c'était plus pour rassurer Marion. Et quand tu passes sur un ovale, ça va? Ouais, c'est le petit-déj un peu spécial quand même. Non, les ovales, ça reste... oui, c'est ça. J'ai vu que tu étais malade. Qu'au début, tu étais malade. Oui, tout le monde. On a le tournis, mais c'est horrible. Mais vous prenez des médocs pour... Non, faut juste attendre. Ça passe au bout d'un moment. Alors moi, la dernière fois, ils m'ont emmené au Castellet en disant « Allez, essaye, maman ». Au bout d'un moment, le coach, il me dit « Ça va ». Je dis « Non, je crois que je vais vomir ». Mais... Non, sur ovale, c'est comme si tu tournes en rond dans un manège, en fait. Et tu t'arrêtes et il y a tout qui tourne. Ah, c'est un truc de malade. Donc c'est drôle, tu essaies de sortir de la voiture et tu t'arrives pas. Faut qu'on te tienne. Ouais. Et tu fais de l'entraînement avec de la kiné vestibulaire et tout ça? Non, ça s'habitue au bout d'un moment. Parce que quand tu as les courses d'ovale, c'est que sur ça. Donc tu tournes pendant combien de temps? Ça dépend. Parce qu'il y a des petits ovales, il y a des grands ovales, il y a des super speedway. Les petits, genre Iowa, on faisait 16 secondes au tour, la course faisait 350 tours. 350 tours, oh my God. Donc, tu vois, pendant 350 tours, tu tournes dans le même sens. Ah ouais, mais après... toutes les 4 secondes, tu es dans un virage. T'as jamais gerbé dans une voiture? Non. Non, ça va. Ouais, parce que tu as le truc qui te tient, mais... et après, il y a les super speedway où le tour fait à peu près... Indianapolis 500, le tour fait 40 secondes, donc il y a moins de banking, il y a moins de problèmes. Mais c'est vrai que c'est une sensation marrante. Sur quoi tu faisais la différence avec les autres pilotes? Il y en a tous, vous avez tous un petit truc en plus, mais chacun le tien. Le tien, c'était quoi? Bonne question. Je pense que je suis capable de comprendre assez bien les pneumatiques. Et en fait, il y a des pilotes qui n'arrivent pas trop à savoir quand est-ce qu'ils glissent trop, pas assez, qui sont capables d'aller très vite, mais qui ne savent pas comprendre le pneu. Et moi, c'est quelque chose que j'ai toujours la chance d'avoir et qui m'aide sur des longs relais à moins dégrader que les autres. Donc, un bon pilote doit forcément être un bon technicien aussi? Non, pas technicien. Non. Tu as un ressenti, mais il y en a qui ne savent pas où est l'avant et l'arrière de la voiture. Et il y a des pilotes, ils sont... C'est pas important, en fait. Ce qui est important pour nous, c'est d'être capable de prendre un sentiment, le mettre dans des mots, que ces mots passent à l'ingénieur et que l'ingénieur arrive à comprendre ces mots, et une fois qu'il les a compris, les passe en chiffres. C'est ça qui est difficile, parce que tu peux te perdre dans la traduction 3 fois. Ouais, parce que ce qui est dingue quand même quand tu... Alors, je sais pas si c'est pareil pour aujourd'hui l'IndyCar, mais et en Formule 1, là, tu es sous le feu des projecteurs en permanence, mais quand tu tournes, il y a 500 000 personnes qui bossent pour une écurie, et tu es le seul qui va être sous le feu des projecteurs. La moindre erreur, tout le monde va parler de ça. Ça, tu le vis comment? Mal. Ouais, mais non, mais mal comment? C'est-à-dire... Non, mais c'est vrai qu'on est tous là à commenter, et même, tu vois, maintenant, je fais commentateur sur Canal plus des Grands Prix. C'est tellement facile de voir une télé, de commenter, pas d'avoir on essaie d'avoir un œil plus précis que les autres, mais on n'est pas dans la voiture. Il y a des choses qui paraissent claires à la télé et qui ne le sont pas forcément dans la voiture. Et puis c'est vrai qu'à certains moments, quand tout va bien, c'est génial. Tu peux faire ce que tu veux, ça sera magnifique. Et il y a des moments où le cercle se met à tourner dans le mauvais sens. Et là, n'importe quoi, c'est la cata. Mais un autre pilote peut avoir fait exactement la même chose, mais lui, tout va bien, c'est super. Et donc là, à ce moment, c'est un peu dur à encaisser et à vivre. Tu trouves que la presse a été dure avec toi? Ouais. Et pourquoi? Alors ça... T'arrives pas à savoir? Non, peut-être parce que j'étais trop honnête, trop ouvert, peut-être parce que... T'étais pas assez langue de bois? Ouais. Tu pourrais pas être un bon politique? Je serais le pire. Ou alors, on veut vraiment savoir de quelle couleur est le vent. Enfin, je dis toujours, je suis presque trop honnête. Mais ça t'est arrivé, des fois, tu avais ton média training, on disait là, aujourd'hui, parce que j'ai vu que c'est énorme, des fois, les heures de presse que vous faites, que vous faisiez en F1 ou que les pilotes font, et on t'obligeait à dire des choses, et si t'avais pas envie et que tu... Oh non, je dis ce que je veux. Tu disais ce que tu veux? Donc, électron libre. Donc, en fait, tu devais faire peur. Peut-être, je sais pas. Est-ce que tu penses que si tu avais été moins de grande gueule, tu aurais été appelé par une écurie Non, je pense que j'ai pas de chance. La vraie opportunité que j'ai, c'est 2013.
Et sur les 7 premiers Grands Prix de l'année, il y a un problème électronique sur ma voiture qu'on ne s'est pas rendu compte. Ouais. Et du coup, Kimi Raikkonen gagne en Australie, fait deuxième en Chine, fait Bahreïn, je sais plus quoi, des podiums. Et moi, je galère. Avec la même voiture, j'y arrive pas. Je comprends pas, j'y arrive pas. Ouais. Et à ce moment-là, Kimi signe chez Ferrari. Pendant que moi, je galère. Et à un moment, la tendance s'est inversée. On a trouvé le problème sur la voiture. Et c'est là où je fais 6 ou 7 podiums d'affilée. Et c'était un écart d'1 millimètre sous la voiture, c'est ça? Non, c'était même pas, c'était un fichier informatique dans le système de récupération d'énergie qui avait une courbe un peu bizarre et qui était pas bonne. Un truc à la con. C'est un regret d'avoir gagné Oui, c'est une question. Non, parce que moi, j'ai fait tout ce que je pouvais. À chaque fois que j'ai eu une opportunité, j'ai fait un maximum. Sacré nombre de podiums, en Allemagne, quoi. en 2013, je dois gagner 100 fois, sauf qu'il y a une safety car qui tombe au parfait moment où il ne faut pas que ça tombe. Et du coup, c'était course gagnée. J'avais 20 et quelques secondes d'avance. C'était réglé. Sauf que y a le safety car qui tombe. Il n'y avait pas la règle comme aujourd'hui où tout le monde doit ralentir. Sébastien Vettel a eu un arrêt gratuit et il ressort premier. Je suis deuxième. Il est en pneu neuf. Je suis en vieux pneu. Et après, on me demande de laisser passer Kimi pour des raisons politiques. Mais ouais, ça doit être dur. Hein. Ouais. Tu passes au-dessus aujourd'hui. Quel regard tu portes sur ta carrière T'es plus heureux aujourd'hui, j'imagine. Non, écoute, après, j'ai eu des super années. Honnêtement, j'ai eu des super années. 2012, 2012, c'était dur. 13, c'était top. 15, c'était vraiment top. 16 a été super. 18, la deuxième partie était super. J'ai 19-20, probablement trop. Mais après, c'est comme dans tous les sports. La chance qu'on a en étant pilote, c'est qu'on n'a pas de problème de blessure. Tu vois, je pense à d'autres sports, tennis, ouais, alors football, tu peux avoir un peu mal au dos, tout ça, mais oui, en tout cas, tu dépends pas de ton corps. Ouais. Bon, tu as quand même roulé juste avant d'entrer en Formule 1 avec une main, tu as dit à personne que le volant avait tourné et que tu t'es fait mal à la main. Ouais, j'avais roulé avec une main cassée. Oui, alors j'avais une beau bleu en F2 avec ça. J'ai roulé en Formule 1 avec la main cassée. 2-3 trucs comme ça, mais... Ouais. Si tu devais dire un petit mot au Romain de 12 ans, tu lui dirais quoi? Tu vas remonter jusqu'à 12 ans, ça fait loin, mais... Non, pas avant. Alors peut-être avant 12 ans, mais si tu revois le petit Romain, tu lui dirais quoi sur... Ouais, peut-être de croire plus en lui. Tu penses que tu as manqué de... Peut-être. Mais pourtant, tu avais quand même des coachs, des psys... Très tard, 2000... Quelle année je le prends? Myriam, on commence à travailler en 2012 ensemble. Je suis déjà en Formule 1. Et puis... Les gens autour de toi dans ton équipe, c'est ça que tu veux dire? Qu'on n'a pas assez cru en toi et que si... Même moi, je pense. Même moi par rapport à moi. Ah ouais? Ouais, mais c'est tellement difficile. C'est un mot qu'on utilise comme ça, et confiance. Non, mais il y a tellement de choses derrière. Ouais, mais c'est tellement... Donc, si tu veux, je pense que oui, si je pouvais changer un petit peu, je dirais ça. Et peut-être ça aurait changé aussi des courses que j'ai fait avant, où j'essaie peut-être de prouver trop de choses et du coup d'aller faire des erreurs qui n'étaient pas nécessaires. Et à certains moments, juste se dire que le talent suffit. Enfin, un jour, on m'a dit une phrase très intéressante. Et c'est marrant parce que ça remonte en 2005. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. On est en test d'hiver au Val de Vienne, au Vigan, un circuit près de Poitiers en France. Et fin de journée, on met des pneus neufs, comme à chaque fois en fin de journée, on met des pneus neufs pour faire une séance qualification et je pars. Et au moment où je commence mon deuxième tour, enfin le pneu est au top, drapeau rouge. Ouais. Donc là, on rentre au stand, on est obligé de s'arrêter. Il y en a un qui se met dans le bac à sable. Et il dit punaise, tu vois, la simu et machin, c'est foutu la simu qualif. Ouais. Et j'ai un des mécanos qui vient me voir, Bertrand, et qui me dit non, force pas le talent, ça va aller. Et je suis reparti, j'ai fait le record absolu de la piste qui a été battu que il a dit juste force pas le talent. Truc qu'il te fallait. Et du coup, c'est une phrase qui est marrante parce qu'elle est restée, ça fait 20 ans, tu vois. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Et aujourd'hui, tu as l'impression du coup que tu es plus serein en IndyCar? Ouais, plus serein et plus calme. Et puis après, je pense que... T'es pas un calme, hein, je te vois. T'es hyper actif, non? Ouais, complètement. Complètement. Mais t'es diagnostiqué comme ça? Ah non, mais je le vois parce que moi, je suis une pile électrique, mais je vois, il a les jambes qui bougent. Non. Je suis tout le temps obligé de faire quelque chose. Je déteste les week-ends, je déteste les vacances. Enfin, je suis une plaie à vivre, je pense. Mais t'aimes pas te poser. Alors du coup, ta vie aujourd'hui... donc, tu l'as réparti entre l'IndyCar. Ouais. Là, tout à l'heure, tu me dis, je fais un gros deal, voilà. Ouais, écoute, je travaille sur un beau projet d'aéroport sur les États-Unis.
qui est très intéressant, où j'étais un des tout premiers actionnaires de la société. Puis la société a été reprise par une boîte d'investissement. Et du coup, maintenant, c'est moi qui ai la chance de la gérer. Donc, c'est aussi une expérience intéressante parce que c'est des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Ouais. On construit, là, pour le moment, on est en train de construire 3 hangars et un terminal sur un aéroport à Miami. On est en train d'en acheter dans le pays. Donc, ça veut dire travailler avec les architectes, travailler avec les general contractors. Je ne sais même pas comment on dit en français. Les politiciens aussi, parce qu'il faut parler. Tu vois, l'aéroport, ça appartient au gouvernement. Donc, aussi avoir ses rendez-vous avec les banquiers, savoir étudier heureusement que tu as fait de la finance. Ouais. J'adore les chiffres en plus, donc ça aide sur tu vois. tout ce qui est profit and loss, pareil, les états des sociétés qu'on veut racheter, voir où est-ce qu'on peut gagner ou pas, quelles sont les options, faire des analyses de marché. Comment... Ça te fait kiffer et tu te sens à ta place. Écoute, je sais pas si je suis à ma place, mais en tout cas, je m'éclate. Ouais, tu t'éclates. Est-ce que des moments tu te dis... on m'a pas viré. Donc non, mais est-ce que des moments tu te dis, je vais pas être à la hauteur? Est-ce que tu as peur des fois que les gens te voient comme Romain Grosjean qui profite de sa notoriété pour faire autre chose? Non, ça, je m'en fiche. En revanche, c'est par rapport à moi, même si je rentre dans un meeting et que je suis pas prêt et que je suis pas là où je dois être. Là, t'as le trac. Là, je m'énerve contre moi-même. Donc, j'aime que les choses soient précises, carrées, faites. Donc, tu bosses tes dossiers à fond. Ouais. C'est quoi ton rêve on se projette dans une vingtaine d'années, t'aimerais être où, faire quoi? Encore dans le camping-car avec les enfants et les petits-enfants? J'adore le camping-car, c'est le bonheur. Dans une vingtaine d'années, écoute, j'espère que mes enfants ont fait des bonnes études et qu'ils auront finalement compris que travailler à l'école, c'est important. Ouais. Ça, c'est pas gagné, mais je peux pas leur jeter la pierre. Faut pas le dire à Marion, mais je crois que j'étais un peu comme ça. Ouais, et puis ici, il y a moins de pression. Enfin, c'est pas la même chose. Ah non, c'est pire. Tu trouves que c'est... Ouais. Ah ouais, non, ici, les enfants, c'est... On les pousse à fond. Mais à mort. Ah bon? Mais c'est très intéressant. Je croyais qu'il y avait qu'en Asie, mais qu'il y avait une place pour le sport. Oui, parce qu'ils finissent l'école à 14h, normalement. Mais après, il y a au moins 1h30 de devoirs par soir. Ah, quand même. Et nous, les nôtres, ils finissent à 16h30 parce qu'ils sont en école magnet, ce qui veut dire qu'ils font du français en plus de l'américain. Donc, ils font le programme américain avec les 1h30 de devoirs et ils ont un programme français dessus. Ouais, et Marion m'a dit que le niveau de maths était hyper élevé, qu'elle s'aidait pas de ChatGPT pour résoudre les trucs. Impressionnant. Il y a des choses, c'est très impressionnant. Et on pousse les enfants très tôt à comprendre le business, à faire des PowerPoints, des fichiers Excel. C'est des vrais exemples de vie réelle. Ouais, alors, ils sont quand même ultra business, limite à l'excès. Enfin, c'est ce que je disais à Marion ce matin. Je dis, tu as vraiment, au risque de me répéter, mais le grand écart entre la France, qui n'a pas toujours envie de bosser, qui est très fonctionnaire, râleuse, et ici, on y va. Moi, je m'achète un jet, je m'achète un yacht. Ma ici, il n'y a pas de problème à dire ce qui t'arrive. Mais c'est beaucoup aussi. Des moments, c'est presque... tu as l'impression que c'est un peu le centre du truc, non? Comment tu le vis en tant que Suisse, un peu protestant, un peu sur la retenue, puisque c'est le grand écart, là? Ouais, moi, ça me plaît bien. En fait, on n'est pas jaloux des gens, on demande comment ils ont fait. Ça, c'est sûr. Ouais. Les gens travaillent dur, tu vois. On est lundi. Typiquement, hier, j'ai reçu 3 emails des avocats qui travaillaient le dimanche. Bah, c'est sûr. Post-Thanksgiving, pour préparer la semaine de lundi, les rendez-vous qu'on a cette semaine. Donc, et puis des fois, tu reçois à 23h30 des emails, ils sont encore au bureau. Pour réussir, il faut travailler. Mais à partir du moment où tu as réussi, après, ça déroule assez facilement. Oui, c'est ça, tu vas. C'est-à-dire qu'ici, tu peux partir de rien et tu peux réussir. Ouais. Donc, tu te vois comment alors? Bah écoute, j'en ai aucune idée. Au volant de ton avion? Je sais pas, peut-être au volant de mon avion, peut-être à rien faire sur une plage. Non, ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. Je pense que je continuerai à... T'as pas besoin d'apprendre tout le temps? Si. Ouais. Si. Parce que passer son... Alors, quand tu es pilote de Formule 1, j'imagine que passer son brevet d'avion, c'est pas si difficile. Mais normalement, tu passes un petit truc de tourisme et tout. Toi, ça fait combien de temps que tu as passé tes trucs d'avion? J'ai commencé en 2022. Et tu es déjà pilote de jet? Donc, j'ai fait ma licence pilote privé. Ensuite, j'ai fait ma licence multimoteur. Après, j'ai fait ma licence instrument. Ensuite, j'ai fait commercial multimoteur. Et après, j'ai fait le add-on pour faire du jet. Ouais. Donc, aujourd'hui, en fait, il me manque quelques heures pour travailler, mais je pourrais travailler. Tu pourrais être pilote de jet? Ouais. Ah ouais. J'ai les licences qu'il me faut. Ouais. Et quand t'emmènes Marion et les enfants, tous les 5, t'as quoi comme feeling? Pas stressé. Ah, c'est fou, t'es pas stressé, toi. Non. Non, parce qu'on contrôle. Et puis, on a contrôlé tout ce qu'on pouvait contrôler.
t'as pas peur, mais est-ce que on dit que l'avion c'est le truc le plus sûr, le transport le plus sûr au monde, mais tu te sens plus en sécurité dans un avion que dans une bagnole à 350? C'est plus facile de voler un avion que conduire une voiture rapidement, oui. Ouais, c'est plus facile. Il y a plus de boutons, mais il y en a beaucoup qui servent à rien. Ouais, après t'es en pilotage automatique tout le temps. Déjà, il y a beaucoup de pilotage automatique et puis c'est pas poussé aux mêmes limites. Alors peut-être qu'un pilote de F-18, F-16, Mirage, je sais pas ce qu'on a en France. T'as déjà fait du pilote de Non, pas encore. J'ai fait de l'acrobatie. Ah, on a dit qu'on allait. Quand tu reviens en France, parce que mon homme me dit s'il vient en France, allez, on l'emmène et je l'emmènerai faire parce que là, il paraît que t'es scotché, quoi. Là, je veux bien croire. Donc ça, je parle pas des pilotes, tu vois, exceptionnels. Ouais. Mais généralement, piloter un avion, quand les conditions sont bonnes et quand tu as fait que tout va à peu près bien, c'est pas. Ouais. Bon, le décollage, c'est facile, l'atterrissage, c'est toujours plus compliqué. Ouais, toujours plus compliqué. Et du coup, maintenant, quand tu es dans un avion normal et que c'est pas toi qui pilotes tes ailes... Ça m'embête. J'aimerais être à l'avant. Ah ouais, c'est ça. Ils t'autorisent parfois? Non, on n'est pas américain. Donc déjà, ça complique beaucoup de choses aux États-Unis. On n'a pas le droit d'aller dans les tours de contrôle. Ah ouais. On n'a pas le droit de... Bon, mais après... Mais tu voles souvent, là Ouais, écoute, parce que tu es obligé après pratiquer régulièrement. C'est un peu différent la façon dont ça marche ici. C'est pas... c'est 3 décollages et atterrissages tous les 90 jours pour pouvoir emmener des passagers. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. C'est pareil de nuit. Ah ouais, c'est pas beaucoup du tout. Non. Mais comment tu peux... il y a une merde... Normalement, c'est quand tu voles beaucoup que tu vas pouvoir... Ouais, et après, tous les ans, il y a le simulateur pour 3 jours au simulateur. Pour là où il y a de l'avion, on ne marche jamais au simulateur. Ouais, moi j'en ai craché. Toutes les pannes qu'ils peuvent mettre en place, ils te la mettent dans le simulateur. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui est intéressant. Mais bon, après, voilà, il y a des process. Normalement, les choses sont... Il y a au moins 2 ou 3 systèmes qui font la même chose. Donc, touche du bois, normalement. Bon, on touche du bois pour toi. Parce que... Pour nous tous, mais tiens, normalement... juste une question encore sur l'IA. Est-ce que tu penses qu'on verra dans les années à venir, bon, il y en a eu il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, des voitures conduites par des pilotes et à côté des voitures conduites par des IA? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus aucune émotion. Et que le fan, aujourd'hui, ce qu'il aime, c'est l'émotion. Et sans fan, il n'y a plus de business model. S'il n'y a pas de business model, il n'y a pas de course. Ok, ouais. Donc, non. Et en plus, la Formule 1 et la course automobile est devenue tellement médiatisée avec Drive to Survive. Mais non, l'IA, c'était rigolo de le voir. Mais ça ne marchera jamais. Il y a aucune... Enfin, je veux dire, c'est pas intéressant. Avec Marion, vous êtes aussi beaucoup investi dans des assos. Et je sais que tu t'occupes d'une association Enfants et Cancer. Depuis combien de temps tu fais ça? Qu'est-ce qui t'a fait dire oui? Parce que quand on a des enfants, c'est compliqué. Sacha n'était pas née. Quand Anne m'a contacté, Marion était enceinte. Et donc ça fait... Sacha est née en 2012. Donc depuis début 2012, je pense que... Quand même, ah ouais. Et vous réalisez les rêves des... Ouais, on a réalisé pas mal de rêves d'enfants. Ouais, c'est de les sortir du quotidien un peu... moins sympa de l'hôpital, de les faire vivre des moments rigolos. Il y a une année, on a fait une journée sympa avec Pierre Ninet, on a fait Grand Prix de Monaco, on a fait quelque chose. Je crois qu'il y en a qu'on fait il y a aussi de l'avion, il y a Jetfly qui fait pas mal de trucs avec eux. Il y a eu l'avion, il y a eu des belles voitures sur des choses qui ne se sont pas vues à Divonne, passées à Divonne. Donc voilà, il y a eu pas mal de bons moments, mais c'était surtout sortir les enfants un peu du quotidien et puis financer la recherche sur le cancer chez l'enfant. Ah ouais, aussi. Et une toute petite partie quand on finance le cancer, avec une toute petite partie qui part chez l'enfant et c'est un cancer très différent. Donc c'était quelque chose. Mais on pourrait imaginer, tu sais, une fois quand tu es là, qu'on accueille un groupe d'enfants pour faire de l'équithérapie chez Hope. On a 8 centres en France, donc tu vois, on pourrait. C'est chouette. Aujourd'hui, il faut que je rentre en France, mais aujourd'hui, j'ai pas passé le cap. Alors, on va ouvrir Hope aux US. Voilà. C'est plus facile comme ça. J'ai trouvé un donateur et on va ouvrir Hope à Miami, normalement, novembre l'année prochaine. Et ben voilà. Donc, voilà. Du coup, je viendrai avec plaisir à l'ouverture. Ouais. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé ce petit moment, Romain. Et puis, si vous avez aimé ce podcast, vous likez, vous partagez. Et puis, on te souhaite une très belle saison. Voilà.
On ne sait pas si c'est la dernière ou pas. Tu sais, maintenant, à mon âge avancé en course automobile, je les prends toutes comme si c'était la dernière et j'en profite. Tu viens de nous dire que tu ne voulais pas lâcher encore. Eh oui, mais bon, c'est peut-être mes yeux qui lâcheront avant. Ta femme a besoin de souffler. Voilà. On verra. Écoute, là, en tout cas, 2026, ça va être une année intéressante, excitante. Et je vais dans l'état d'esprit que c'est peut-être une des dernières en sport automobile. Donc, profitez. Bon, tu vas profiter. Merci beaucoup.